Good morning. Le juge président, bonjour à tous. Bonjour maître Wagenmakers. Bonjour monsieur le témoin. Oh, bonjour, monsieur le témoin. Comme vous voulez. Bonjour, Monsieur le Président. Mr. Witness. Monsieur le témoin, aujourd'hui, nous commençons votre déposition. Mais avant cela, avant de donner la parole aux parties afin qu'elles puissent vous interroger, et avant que vous ne puissiez répondre, je dois vous faire part de quelques consignes. D'abord, nous allons procéder à votre identification. Et pour cela, je vais vous demander de bien vouloir nous donner votre nom complet, ainsi que vos dates et lieux de naissance. Je suis Monsieur Yake Évariste, né le 25 10e mois 1968 à Man, Côte d'Ivoire. And where is this place in the... Et où est-ce que ce lieu est situé? Est-ce qu'il est au nord, à l'est, à l'ouest? Où est-ce qu'il est situé? Juste en Côte d'Ivoire? L'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Tonkpi. And what is your nationality? Quelle est votre nationalité? Est-ce que vous êtes citoyen ivoirien? Je suis citoyen ivoirien. Can you tell us what you are... Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre profession actuellement et quelle était votre profession à l'époque de la crise, disons fin 2010, début 2011? Aujourd'hui, je suis conseiller régional du Tonkpi. Hier, au moment de la crise, j'étais chargé d'études à la présidence de la République au cabinet du docteur Franck Guéhi, lui-même conseiller spécial du président chargé des questions de santé rurale. Thank you. Merci. Je vais à présent vous donner quelques informations. Tout d'abord, vous avez certainement dû apprendre qu'ici, nous vous appellerons monsieur le témoin. Pendant votre déposition, c'est la pratique normale de cette cour. Nous n'allons pas vous appeler par votre nom, mais par monsieur le témoin. Ensuite, deuxième chose, il y a la question de votre éventuelle auto-incrimination. La Cour a désigné un avocat qui est assis à vos côtés, maître Wagenmakers. Son rôle est de vous fournir tous les conseils juridiques pertinents relatifs à votre éventuelle auto-incrimination. Le procureur a indiqué au juge de la Chambre que des garanties prévues à ce que nous appelons ici la règle 74 s'appliquent à vous. Donc, si à un moment ou à un autre, si vous avez des doutes quelconques, ou si vous pensez que vous avez un problème en particulier ou des doutes, vous pouvez, à l'évidence, vous tourner vers maître Wagenmakers et lui poser la question. En tout état de cause, la Chambre vous donne la garantie en application de la règle 74.3
du règlement de procédure et de preuve de la Cour que votre déposition ne sera pas utilisée ni directement ni indirectement contre vous dans le cadre de poursuites devant cette Cour, sauf s'il s'agit de poursuites en vertu de l'article 70 et l'article 71, c'est-à-dire si vous commettez une infraction à l'égard de la Cour, si vous ne dites pas la vérité, par exemple. Alors, je répète ce que je viens de vous expliquer. Si à un moment ou à un autre, il vous est posé une question et que vous pensez qu'elle risque de vous auto-incriminer, nous entendrons alors votre réponse en audience à huis clos partiel. Huis clos partiel, ça veut dire que seuls les gens qui sont ici dans ce prétoire pourront vous entendre et apprendre ce que vous avez à dire. Quoi qu'il en soit, vous-même êtes responsable. C'est à vous qu'il appartient de nous dire, par le truchement de votre avocat, Maître Wagenmakers, que vous souhaitez passer à huis clos partiel avant de répondre à cette question. Mais de toute façon, les parties qui vous interrogeront veilleront également à demander un passage à huis clos partiel avant même de vous poser des questions susceptibles de vous auto-incriminer. And obviously also duty counsel. Évidemment, votre conseil de permanence peut intervenir s'il estime que cela est nécessaire. Have you understood? Est-ce que vous avez compris cela? Monsieur le Président. Okay. Très bien. Je souhaite vous fournir une autre information. Et c'est une information qui concerne l'interprétation. Moi, je parle lentement maintenant. Non pas parce que je suis incapable de parler plus vite, mais parce que nous devons permettre aux interprètes ainsi qu'aux sténotypistes de faire leur travail. Les interprètes doivent traduire vos propos, les propos correctement et fidèlement, tout ce qui est dit ici, et les sténotypistes doivent le consigner par écrit en temps réel. Par conséquent, il est impératif que nous parlions tous lentement et surtout, lorsqu'une question vous est posée, patientez quelques secondes, ménagez une courte pause avant de répondre. Vous devez attendre que la personne qui vous interroge aura fini de poser sa question, que celle-ci aura été traduite. Évidemment, cela ralentit la procédure, mais c'est nécessaire si nous voulons avoir une traduction, une interprétation correcte. C'est d'autant plus important lorsque vous serez interrogé dans votre langue, en français. Donc il est important à ce moment-là de garder à l'esprit le fait que vous devez ralentir votre débit. Voilà, après vous avoir fait part de ces informations préliminaires, nous allons commencer sous peu votre déposition. Vous n'ignorez certainement pas que notre chambre a été constituée afin de connaître de l'affaire du procureur contre M. Gbagbo et M. Blegoudé. Your role as a witness Votre rôle en tant que témoin est de nous aider, d'aider les juges de cette chambre et de nous aider tous d'ailleurs dans notre recherche de la vérité. Therefore, you will be asked questions C'est pour cela que vous allez être interrogé par les parties, c'est-à-dire par le bureau du procureur et par la défense de M. Gbagbo,
ainsi que par la défense de M. Blégoudet et éventuellement par les juges de la Chambre. Et si à un moment ou un autre vous avez des préoccupations, si vous voulez faire une pause, si vous êtes fatigué, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous vous adressez à moi et nous essaierons de résoudre le problème. Mais pour cela, il vous faudra répondre aux questions et y répondre en disant la vérité. Vous n'êtes pas ici pour prendre parti dans cette procédure. Vous êtes ici simplement pour nous informer, nous éclairer en nous faisant part des informations dont vous disposez de manière véridique et en répondant aux questions qui vous seront posées. Avant de commencer, vous devez prendre un engagement solennel. L'engagement de dire la vérité, et c'est pourquoi je vous invite maintenant à lire la formule que vous avez sous les yeux. Engagement solennel. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Thank you very much. Je vous remercie. Avant de donner la parole, je disais donc, avant de donner la parole au représentant du bureau du procureur, afin qu'il puisse vous interroger, je dois vous informer que le fait de faire un faux témoignage est une infraction devant cette cour, et donc punissable. Bien. Je vois que vous avez bien compris. Je le vois à votre expression, à l'expression de votre visage. Je pense que vous êtes prêt à commencer votre déposition maintenant. Très bien. Monsieur Garcia, vous avez la parole. Monsieur Garcia, bonjour Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges. Vous arrivez bien à m'entendre? Oui, je vous entends. Alors, simplement un rappel, étant donné qu'on débute maintenant l'interrogatoire en chef, lorsque je vous pose une question, rappelez-vous de ce que la Chambre vous a dit, c'est-à-dire de prendre quelques secondes, au moins 5 secondes, avant de répondre. Ça va? Je sais que parfois, on a tous l'intention de répondre immédiatement, mais prenez votre temps. Vous avez bien compris? Oui, monsieur. Alors, monsieur le témoin, on s'est rencontrés brièvement la semaine dernière. Je suis le substitut du procureur qui va vous poser des questions. Juste avant de commencer à vous poser des questions, je veux simplement vous rappeler que s'il y a une de mes questions que vous ne comprenez pas pour une quelconque raison, n'hésitez pas du tout à m'interrompre et me le dire, et comme ça, je peux reformuler la question ou clarifier ma question. D'accord? D'accord. Your Honor, just for the record, Monsieur le Président, lorsque vous étiez en train de poser des questions aux témoins, j'ai constaté qu'à la page 2, ligne 20 à 23, il y a un passage des réponses du témoin qui ne figure pas dans la version française de la transcription. Lorsque vous l'avez interrogé sur sa profession en 2010-2011. Nous avons déjà envoyé une note, le président. Posez-lui la question, monsieur Garcia. Très bien, je vais lui poser la question afin de bien éclaircir la chose. Votre emploi présentement, et j'aimerais simplement clarifier le tout parce qu'il manque certains extraits dans le transcrit. Alors, est-ce que vous êtes à l'emploi d'un parti politique à l'instant même? Oui, je travaille, je suis dans un parti politique et je fais partie du cabinet
du secrétaire général du RDR, mon parti. Est-ce que vous êtes en l'emploi de quelqu'un en particulier? Oui, le secrétaire général du RDR, c'est un cabinet, c'est le parti, c'est pas quelqu'un en particulier. Il est le patron du parti et je suis dans ce parti où je milite. Et je fais partie de son cabinet, je suis chargé des nouvelles recrues, c'est-à-dire ceux qui viennent nouvellement dans le parti. Et pourriez-vous nous donner le nom de la personne? No, just Le président, vous devez ralentir d'abord votre débit et surtout marquer la pause de 2, 3 secondes. 5 secondes, c'est un peu excessif, mais disons 2 secondes. Je vous exhorte à respecter cette règle, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Garcia, j'en prends bonne note, Monsieur le Président. J'anticipe un peu les réactions des interprètes. Et pour quelqu'un en particulier, rappelez-vous de prendre quelques secondes, 5 secondes avant de répondre. Je travaille pour le parti et je suis au cabinet du ministre Amadou Soumaoro. Simplement pour qu'on soit clair sur la question, est-ce que vous travaillez aussi avec M. Joël Nguessan? Oui, M. Joël Nguessan a un cabinet de consulting et de temps en temps, je vais travailler avec lui pour trouver des clients. Alors, vous dites que vous êtes chargé des nouvelles recrues. Qu'est-ce que vous faites, ou juste brièvement, afin qu'on puisse le savoir? Les nouvelles recrues, il s'agit d'emmener ou de recevoir de nouvelles personnes qui désirent militer au RDR. Et moi, qui suis militant du RDR, je suis chargé de recevoir ces personnes, de leur expliquer le vivre ensemble et de leur dire que leur choix était une bonne chose. Alors, merci pour l'explication, Monsieur le témoin. Et vous faites ça depuis combien de temps, approximativement? Je ne vous demande pas un nombre de temps exact, mais approximativement, prenez le temps, prenez quelques instants, quelques secondes, Monsieur le témoin. Je me dois de vous le rappeler avant de répondre. Depuis que le secrétaire général, le ministre Amadou Soumaoro, m'a nommé dans son cabinet. Est-ce que ça fait plus ou moins qu'un an de cette nomination? Je ne puis vous dire exactement, mais ça ne fait pas plus qu'un an. Avez-vous également un mouvement? Oui. Alors, brièvement encore, quel est ce mouvement et quels sont les objectifs de ce mouvement? Ce mouvement se nomme Horizon 2020. Les objectifs, c'est de réconcilier les Ivoiriens, c'est d'amener la jeunesse à s'asseoir et à se parler, à regarder vers l'avenir, afin que ce qui s'est passé dans notre pays n'arrive plus jamais.
C'est un mouvement de paix, d'amour, de réconciliation. Également, Monsieur le témoin, lorsque vous avez répondu aux questions de la Chambre au tout début, vous avez mentionné avoir travaillé en 2010, 2011 si je ne m'abuse, pour Monsieur Frank Gay. C'est exact? Oui. Alors, pourriez-vous nous dire brièvement quelle fonction vous occupiez ou quel était votre poste au sein du cabinet, si je comprends bien, de M. Frank Gay à l'époque? Le docteur Frank Gay, fils aîné de feu le général Robert Gay, avant d'être mon patron, est un frère, un ami, depuis l'enfance. Nos parents se connaissent, et quand j'étais à Paris, lui, il était aux États-Unis. Et quand je suis rentré, définitivement, en 2006, lui, il est venu. Après moi, il a été nommé par son Excellence, le président Laurent Gbagbo, comme conseiller spécial chargé des questions de santé rurale. Et le docteur Frank Gay m'a fait appel dans son cabinet parce qu'il s'agissait pour lui d'aller à l'ouest, dans toute la Côte d'Ivoire, mais plus précisément à l'ouest, où toutes les infrastructures sanitaires étaient délabrées, surtout qu'il était médecin. Et vous saviez que, paix à son âme, le docteur Frank Gay ne parlant pas notre dialecte, la langue maternelle de chez nous, hors le français, qui est le Yakuba. Frank m'a appelé auprès de lui pour me dire, écoute Yaké, j'ai besoin de toi, de ton expérience, parce que tu parles très bien notre langue maternelle et tu es un fils de chef. J'aurais besoin de toi pour servir d'interprète, pour pouvoir passer le message du président Laurent Gbagbo à nos parents qui veulent que la région du Tonkoui se développe avec tout ce qui est maternité, tout ce qui concerne les hôpitaux, parce que tout est délabré et est dans un état piteux. Voilà. Ça va, si vous êtes en mesure de vous rappeler, vous dites que vous avez travaillé ou œuvré au sein de son cabinet en 2010, mais pendant combien de temps approximativement avez-vous travaillé avec lui? Je suis resté longtemps avec lui. Je peux dire, avant ma nomination, nous étions toujours ensemble. Je suis rentré en 2006 et avant ma nomination, nous étions ensemble. Et c'est suite à toutes ces missions qu'il a décidé de me faire nommer dans son cabinet d'une manière officielle à la présidence de la République. D'accord. Et lorsque vous avez été nommé de façon officielle, vous êtes resté dans cette position pendant combien de temps approximativement? Combien de mois? Je pense que je ne peux pas vous dire exactement, mais c'est moins d'1 an, je crois. Vous allez me corriger si j'ai tort, Monsieur le témoin, mais est-ce que M. Frank Gay a été nommé à titre de ministre des Sports par la suite? Mois de décembre 2010. Oui, après les élections, M. Frank Gay a été nommé ministre des Sports. Alors, simplement pour qu'on soit clair à cet égard, est-ce que vous avez continué à travailler avec lui après qu'il ait été nommé ministre des Sports par M. Gbagbo? Nous étions toujours à ses côtés. Il avait déjà fait un cabinet. Il y avait le directeur du cabinet qui était déjà fait. Il nous avait dit d'attendre qu'il prenne ses
ses appartements, comme on le dit, ses bureaux. Et pendant ce temps, nous étions toujours à la résidence avec lui. Et malheureusement, ça n'a fait que, je crois, 2 ou 3 mois, son ministère. Pour que ce soit clair, Monsieur le témoin, vous, précisément, vous n'avez pas occupé de position avec lui, avec Monsieur Franck Gué, alors qu'il était ministre des Sports. C'est exact? Position officielle au sein du gouvernement. C'est exact. Alors, j'aimerais ça retourner en arrière, Monsieur le témoin. Vous êtes, d'après ce que je comprends, vous êtes né en Côte d'Ivoire, mais si j'ai bien lu votre déclaration, vous êtes parti en Europe à un moment donné, en Suisse et en France. C'est exact? Oui. Est-ce que vous vous rappelez de quelle année à quelle année vous avez passé en Europe, en Suisse et en France avant de revenir en Côte d'Ivoire? Je suis parti en Europe, en mer hiver, en 89. Je suis resté. J'étais à Neuchâtel, à Gorges-Saint-Aubin. Je suis resté un moment, il faisait très froid. On n'arrivait pas à travailler parce que c'était la Suisse. On parlait du président Félix Houphouët-Boigny, donc on trouvait que nous étions bien, on n'avait pas du boulot. Et un matin, je me suis levé, je suis revenu en Côte d'Ivoire. Et quand je suis revenu, j'ai fait quelques temps. Je suis retourné définitivement en France. Je suis allé à Paris. Je suis resté à Paris. Je suis allé à Nantes. À Nantes, où j'ai vécu tout le temps, j'ai eu mon premier fils, mon enfant à Nantes, où j'y étais. J'ai ma carte de séjour, je vivais à Nantes. De Nantes, je suis revenu à Paris. Voilà, j'habitais à Levallois-Perret, 11 rue Ernest Cognac. Je suis resté là un moment, je me suis mis dans la restauration et en 2006, lorsque j'ai perdu ma mère, j'ai dit que mon père était resté seul, j'ai décidé définitivement de regagner mon pays. Alors, Monsieur le témoin, alors que vous étiez en France, est-ce que vous avez rencontré un ministre quelconque? Oui, je tenais un restaurant et par l'entremise d'un de mes jeunes frères, amis, je dis frère parce que nous étions tous de la Côte d'Ivoire, mais un ami qui se nomme Serge Lida, qui est professeur à l'Université de Côte d'Ivoire. Il m'a permis de croiser le ministre d'État Moïse Lida Kouassi. Et justement, de continuer, Monsieur Serge Lida, est-ce qu'il a un lien quelconque avec Monsieur Lida Kouassi? Oui, bien sûr, je crois que c'est son oncle ou son grand frère, je crois, mais ils sont de la même famille. Alors, pourriez-vous nous dire brièvement de quoi il a été question lorsque vous avez croisé le ministre d'État Moïse Lida Kouassi? Avez-vous parlé? Oui. Lors de ma rencontre
avec le ministre d'État Moïd Lida Kwasi, j'ai pris mon courage pour lui dire que je n'étais pas content et que c'était lui, pour lui dire le gouvernement en place, qui avait tué le général Robert Gueye. Je lui ai dit en face. Et il m'a regardé pendant près de 10 minutes d'un calme olympien. Il m'a dit non, il n'avait pas tué le général Robert Gueye. J'ai dit, c'est vous qui êtes à la télé qui recevait plusieurs informations, mais qui n'avaient rien à voir avec la mort de feu le général Robert Gueye. Et nous avons aussi échangé, puisque j'avais des amis, des investisseurs qui étaient intéressés par la Côte d'Ivoire. M. Jacques Granger, je me souviens, il les a reçus. Et il nous a dit qu'il m'inviterait et nous inviterait en Côte d'Ivoire pour que nous sachions que, selon ses dits, ni lui, ni le président Gbagbo et son gouvernement n'avaient tué qui que ce soit en un mot le général Robert Gueye. Je lui ai dit qu'à cela ne tienne, l'avenir nous suffira et il nous a invités. Juste pour que ça soit un peu plus clair, il vous a invité pour quelle raison, juste quel était l'objectif, à votre connaissance? D'abord, pour recevoir nos amis qui étaient très intéressés par la Côte d'Ivoire. Écoutez, moi, ça me faisait plaisir, puisque s'ils arrivaient à travailler en Côte d'Ivoire, ben, il y va de soi que j'aurai des dividendes. Et de deux, il m'a dit que il m'a invité parce que il m'a trouvé courageux, poignant de lui dire des vérités que personne ne lui avait dit. Il fallait avoir du courage pour dire à un ministre d'État ce qu'on pensait en ce moment. Donc, il m'a invité, à part ça, pour dire que le président Laurent Gbagbo avait un programme, avait une nouvelle dynamique. Il aimerait que je vienne, vu mon courage, travailler pour aider le président Laurent Gbagbo à faire partie de son programme. Et que c'était celui qui était effectivement le père du multipartisme. Et qu'il avait un rêve pour la Côte d'Ivoire. Et vous avez accepté? Oui, je l'ai accepté. Comme je le dis, quand j'ai écouté le programme du président Laurent Gbagbo, qui disait qu'il avait d'abord envoyé le multipartisme, parce que, ayant vécu en France, je savais que la démocratie, c'était l'expression de plusieurs partis. C'était déjà quelque chose de bien. On quittait d'un système de parti unique à un système de plusieurs partis. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire venait de faire un bond qualitatif et que le président Laurent Gbagbo avait un programme alléchant, surtout pour l'Ouest. Pour l'Ouest. Et il a dit, donnez-moi le pouvoir et je vous le rendrai. Alors, vous avez dit que c'est en 2006 que vous retournez finalement en Côte d'Ivoire. Avant 2006, est-ce que vous aviez fait de la politique ailleurs?
Avant 2006, en France, non. Et brièvement, en ce qui concerne vos études en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous aviez fait comme études? J'ai fait les établissements locaux, le collège William Ponty, où nous étions les premiers étudiants en comptabilité. Et après mon BEP comptabilité, je suis parti en France en 89. Et si je comprends bien, vous n'avez pas fait d'autres études en Europe? Non, en Europe, pas du tout. Je m'étais inscrit à l'école Bénédicte de Neuchâtel. Mais après ça, je n'ai pas fait d'autres études. J'ai plutôt opté pour la France pour pouvoir travailler et honnêtement pour pouvoir d'abord être dans les règles. Parce que vivre en Europe, c'est avoir ses papiers, comme on le dit. Alors, vous êtes retourné en Côte d'Ivoire en 2006. Où est-ce que vous avez trouvé un endroit à vous loger? Ou est-ce que quelqu'un vous a aidé à vous loger? Mais d'abord, quand je suis retourné, je vous ai dit que le ministre Lida m'a invité. Il m'a aidé, il m'a logé dans un hôtel. Après les obsèques de ma mère, j'ai pris un appartement. J'habitais à Yopougon parce que ma mère avait sa maison. Mais je n'ai pas voulu rester là. Je suis l'aîné de ma famille. Je n'ai pas voulu rester là, j'ai pris mon appartement. Et j'y ai habité. Alors, vous habitiez à Yopougon, dans quel quartier précisément? Bon, j'appelle ça, d'aucuns appellent millionnaire, mais moi on appelait ça la cité des 4 villas. C'est entre, si vous voulez, c'est à Lokodjiro. Moi je dis Lokodjiro, c'est dans la commune d'Altekoubé, mais à Yopougon, on se sent plus à Yopougon. C'est des situations administratives qui disent, mais moi c'était la cité des 4 villas où j'habitais. Est-ce que c'est dans ce quartier que vous avez vécu pendant la crise post-électorale aussi? Oui. Oui. Vous n'avez pas habité ailleurs? Non. Alors, vous avez dit à la Chambre que vous étiez de Man. Si je comprends bien, il s'agit du chef-lieu administratif de la région de Tongpi, comme vous l'avez souligné au début de votre témoignage. Est-ce que vous avez participé d'une quelconque façon à la création de mouvements dans cette région? Lorsque je suis arrivé et que j'habitais où je vous ai situé, les jeunes de ma région, étudiants, des petits frères, des frères, qui sont là, ont créé ce qu'on appelle la jeunesse unie pour le développement des montagnes, la JUDEM. Et ils sont venus me solliciter pour en être le président. C'est un mouvement et j'étais le président. C'est un mouvement créé d'abord par des jeunes de chez moi qui cherchaient un leader et ils sont venus me solliciter. Et j'ai accepté d'en être le président. Il s'appelle la JUDEM, la Jeunesse Unie
pour le développement des montagnes. Alors, on peut déjà comprendre par le sigle lui-même quel était l'objectif, mais pourriez-vous nous dire brièvement quelles étaient les fonctions de ce mouvement? C'était un mouvement qui avait pour but d'organiser les jeunes, les femmes, de sortir nos parents de leur léthargie. Et comme le dit le nom, pour le développement, nous devions les apprendre à savoir que plus nous sommes unis en association, en organisation, de femmes, de jeunes, de planteurs, de cultivateurs, l'État avait la facilité de pouvoir nous aider. Et que, étant seul, on ne pouvait pas bénéficier de ce qu'on espère de l'État. Voilà. Alors, simplement pour qu'on soit clair à ce sujet, est-ce que vous avez agi à titre de président de ce mouvement, finalement? Oui, j'étais le président du mouvement. À votre connaissance, pourquoi est-ce que ces jeunes sont venus vous solliciter, vous, à être président? Parce que, je l'ai dit, je parle très bien notre dialecte, notre langue maternelle. Je suis quelqu'un qui est tout le temps, grâce à mon père, connaît le village, nos us et coutumes, et je suis quelqu'un qui est descendant de la famille royale gouvernant les 68 villages de chez nous, disons les 4 sous-préfectures. Et de deux, je venais de l'Hexagone. Je venais de l'Hexagone, c'est-à-dire je venais d'arriver d'Europe. Pour eux, j'étais la personne indiquée qui avait une autre vision avec ce que j'avais vu en Europe, pouvait leur apporter un plus. Voilà. Êtes-vous en mesure de nous dire en quelle année ça s'est produit? Je comprends que vous êtes arrivé en 2016. Est-ce que vous savez en quelle année vous avez été choisi comme président de la JUDEM? Je vous ai dit que, j'ai dit même aux gens que j'ai des problèmes avec les dates, mais ça fait, je crois, 1 an après presque mon arrivée qu'ils sont venus. Alors, simplement, si on est capable de situer une date dans le temps, est-ce que ça vous dit quelque chose, le déploiement des premières audiences foraines? Nous avons une date comme étant le 13 juillet 2006, comme étant la date à laquelle il y a eu le déploiement des premières audiences foraines. Ça vous dit quelque chose comme événement? Oui, les audiences foraines, ça me dit quelque chose parce que je me souviens bien, c'est pendant ces audiences foraines que j'ai failli me faire tuer à main devant le Léveneur. Donc, simplement pour nous situer, vous êtes arrivé en 2006, vous allez me corriger si j'ai tort, avant le premier déploiement des audiences foraines. Oui, je suis arrivé en 2006,
Ma mère est décédée le 27 mai, avant les fêtes de mai. Je suis arrivé après ça. Alors, si je comprends bien, c'est approximativement 1 an après cela que vous êtes président du JUDEM. C'est cela? Oui. Alors, après le JUDEM, avez-vous participé ou avez-vous été impliqué d'une quelconque façon dans la création d'un autre mouvement? Oui. Lequel? La JUDEM étant sur le terrain, organisant la jeunesse très bien, j'ai été sollicité grâce à mon jeune frère, Guillaume Bateau, journaliste émérite, à diriger un mouvement qui se nomme la Coma JMG. Êtes-vous en mesure de nous dire, juste avant, combien de temps après la création du JUDEM, est-ce que vous avez été sollicité pour participer à la Comage? Je ne peux pas vous dire exactement, je peux me tromper, mais j'ai dit qu'avec la JUDEM, nous avons des actions sur le terrain, c'est peut-être, je ne pourrais vous le dire, mais c'est à moins d'1 an. Hein. Voilà. Pourriez-vous nous dire le sigle Comage MG? Pourriez-vous nous dire exactement ce que représentent ces lettres? C'est la coalition des mouvements et associations des jeunes de montagne pour Gbagbo. Et brièvement encore, quel était l'objectif ou le but poursuivi par ce mouvement? Ben, comme l'indique son nom, c'était une coalition. Il y avait la jeunesse du FPI, dirigée par le national du Tonkpé, j'ai nommé le jeune frère Guillaume Bateau. Il y avait la JUDEM. Il y avait tous ceux qui étaient épris de paix, qui se reconnaissaient dans le programme du président Laurent Gbagbo. Et c'est ainsi que nous avons voulu, ils ont voulu mutualiser les forces, puisque nous tous, nous avons un seul objectif. C'était le président Gbagbo, que nous avions en commun. Au lieu qu'il y ait des chevauchements et qu'il y ait des problèmes de leadership, sur l'impulsion de Guillaume Bateau, il y avait le fédéral, le jeune Alain Gaoudé de Mans, il y avait Kena Honoré de Danané, il y avait le jeune Bieux Delphin de Danané aussi, tous ces jeunes leaders. Il y avait Père à son âme, le jeune Flan Yves de Fakobli, tous ces jeunes qui... Yes, please slow down and Parlez moins vite, s'il vous plaît, et épelez les noms.
Ainsi, ils seront consignés correctement au compte-rendu et en plus, on les comprendra beaucoup mieux si on les voit écrits. Sous l'impulsion de Guillaume Bateau, il y avait... Alors, c'est bien Guillaume Bateau, c'est G-B-A-T-O, c'est exact? Oui. Vous avez également mentionné un monsieur Alain Gaudet. Gaudet. Gaudet, c'est G-A-O-U-D-E. Oui. Fédéral FPI, JFPI en son temps. Alors, simplement, on va y aller tranquillement. Alors, fédéral de la GFPI, c'est la jeunesse du Front populaire ivoirien. C'est exact? Oui. Alors, quel est l'autre nom que vous avez mentionné également comme personne qui faisait partie de ce mouvement? Il y avait le fédéral JFPI Kenan Honoré. Alors, c'est sur cette liste qu'on a fait transmettre des noms. Alors, c'est Connor, K-E-N-O-R, Honoré, O-H-O-N-O-R-E. C'est exact? Non, c'est Kenan, N-A. Counsel, Mr. Garcia. Le président, Monsieur Garcia, s'il vous plaît, donnez le numéro de la liste. Cela aiderait beaucoup les interprètes. Alors, c'est le numéro 40 sur la liste. Et je vois que le nom, c'est plutôt K-E-U-N-A-N. C'est exact? C'est exact. Et vous avez dit que c'est une personne qui était le fédéral de la JFPI de Danané. C'est exact? Et de Zouanien plutôt. Zouanien. Pourriez-vous nous épeler? Z O U A N H O U N I E N. Alors, simplement pour que ce soit clair, Zouane Ounia, c'est bien un département, si je comprends bien, de la région de Tongpi? Oui. Et il me semble, monsieur le témoin, que vous avez également mentionné un autre nom. Yeux. Delphin. Alors, pourriez-vous, simplement pour le dossier, épeler le nom de famille? B I E U Delphin. Et ce monsieur Bieux Delphin représentait quel parti? Pour quelle... Il était du mouvement du mouvement Soif de Yves Dupopieux, de Jean-Yves Dupopieux.